En essayant d'éviter toute polémique, je vais essayer de vous faire un panorama de ce que sont les attaques de requins en Nouvelle-Calédonie. Alors là, vous avez une superbe photo de requin-tigre que je dois à mon ami Yves Lefebvre, comme la plupart des photographies que vous verrez au cours de ce diaporama. La définition, une attaque de requin, c'est la définition de mon ami et néanmoins confrère néanmoins ami Géry Van Greveling qui exerce à La Réunion, qui lui-même l'a pompé sur le Natal Shark Board d'Afrique du Sud. Pour une attaque, il faut qu'il y ait une personne vivante, un requin, une morsure, soit sur la personne, soit sur du matériel. Et on exclut les attaques d'embarcation. Et donc, ce qu'il faut surtout exclure, ce sont les prédations posthumes. C'est la personne qui a servi de nourriture au repas après son décès. Alors, il faut savoir quand même que c'est la première cause de décès par animal marin en Nouvelle-Calédonie, de très loin. Alors, ce sont des accidents qui sont toujours très, très médiatisés, parce que ça nous renvoie à des peurs qui sont inscrites au plus profond, très certainement, de notre cerveau reptilien. J'ai repris toutes les attaques depuis le début, alors en me basant sur 3 séries. Une, c'était l'objet d'une thèse de Frank Dreyer. C'était basé sur des données recueillies par Philippe Tirard entre 1958 et donc la date de la thèse. La deuxième, c'est une série que j'ai précédemment publiée et qui allait jusqu'en 2007. Et la troisième, c'est une série qu'on va essayer de publier donc avec Tirard, avec Anne-Laure, que je remercie de sa participation, avec Borsa, qui est un type de l'IRD. Donc sur le plan méthodologique, c'est assez compliqué, c'est pas non plus extrêmement carré. Alors, les attaques de requins augmentent au fil des années. Ça, c'est un constat. Ceci dit, c'est un constat qu'on fait également dans le monde. Alors, ce qui se dit d'une manière générale, c'est que les attaques de requins augmentent au fil des années parce que, ou en tout cas, oui, mais la population humaine augmente aussi. Ce qui est vrai en Nouvelle-Calédonie. Je vous ai marqué, d'après l'Institut statistique, l'évolution de la population calédonienne, alors que les populations de requins, y compris les populations de requins responsables d'attaques, ont tendance à décroître. Alors voilà ce que ça donne en Nouvelle-Calédonie, et ça, ce sont les données de l'International Shark Attack File. Ce sont ceux qui colligent au niveau mondial les attaques de requins. Vous voyez, c'est à peu près comparable, ça augmente partout. Alors j'ai découpé en tranches de vingtaine d'années. Les 20 années avant 2000, les 20 années après 2000. Vous voyez qu'il y a une augmentation qui est très significative. Mais voilà, il faut corréler ça autant que faire se peut à l'évolution de la population. Alors c'est très compliqué parce que l'évolution de la population, ça ne veut pas dire qu'on a forcément une augmentation du nombre de personnes qui vont dans l'eau. Et ça, personne n'est jamais arrivé à le prouver. Alors, ça serait, à mon avis, beaucoup de travail que d'arriver à le faire. Il y a quelques petits papiers qui en testant ce qui se passe sur une plage, sont arrivés à le démontrer, mais voilà, pour l'instant, on en est à des extrapolations. Alors, la létalité des attaques. Grosso modo, une vingtaine de pourcents. Une attaque sur 5 est mortelle. Et là, alors je ne vous ai pas mis à chaque fois des camemberts mondiaux, mais grosso modo, c'est ce qu'on retrouve dans les séries mondiales. Sur les attaques les plus anciennes, elles sont surreprésentées parce que les autres, on n'en a pas gardé la trace. C'est un biais de recrutement. Le lieu des attaques, bon, c'est pas très intéressant, il y en a partout. La seule chose qui est intéressante de voir, c'est l'apparition d'attaques à Nouméa
en particulier des attaques non provoquées depuis 2010. Ça, c'est récent. Une très grande majorité d'hommes parmi les victimes. Que font les victimes? Alors, pour la grande majorité, plus de 50%, sont des chasseurs sous-marins. On a également des apnéistes. Alors, les apnéistes, ce sont des pêcheurs de trocas, ce sont des pêcheurs de langoustes. Ce ne sont pas des gens sauf un cas, qui sont dans l'eau pour le plaisir. On a quand même 15% de baigneurs. Et puis après, on a à peu près toutes les catégories d'usagers du milieu marin qui sont représentées. Pareil, je vous ai découpé ça en deux tranches. Avant 2000, après 2000. D'abord, vous voyez que l'échelle n'est pas du tout la même, hein, bien entendu. Et ensuite, ce qu'on voit apparaître quand même sur les dernières années, ce sont parmi les victimes des usagers qui sont en surface, donc les pratiquants des sports de glisse. Et on voit apparaître plus de nageurs également parmi les victimes. Alors, l'espèce en cause, c'est là où ça devient de la médecine légale, c'est qu'on utilise une méthode d'identification qui se base sur l'examen des victimes, voire du matériel lorsque on n'a pas de blessure. C'est un examen des morsures qui nous permet de savoir de quelle espèce il s'agit, également d'avoir grosso modo la taille de l'animal. Alors ce sont des méthodes qui ont été mises en place ici par Philippe Tirard, qui ont été développées ailleurs par d'autres équipes. À La Réunion, c'est Van Greveling. Il y a le Natal Sharkboard qui également a les mêmes méthodes. L'équipe de Burgess à Miami et puis une équipe australienne aussi. Pratiquement, c'est toujours la même chose, c'est comparer l'empreinte des morsures avec une série de mâchoires de requins. Alors, je vous donne un exemple, j'espère qu'on est entre confrères. Ça, c'est une attaque létale de requin-tigre. Alors, si vous prenez un bord de la blessure, vous voyez un trait parfaitement régulier. Ça ne permet pas de se prononcer sur ce que c'est comme espèce, parce que ça, ce sont les dents préhensiles, ce sont les dents qui vont trancher. On ne sait pas à quoi ressemble l'autre mâchoire, mais si on a les deux côtés de la blessure, on voit que là, ce sont des blessures qui sont parfaitement symétriques. On dirait que ça a été découpé au scalpel par quelqu'un de maladroit. Bon, ça, c'est absolument typique d'une morsure de requin-tigre. Je vous fais un catalogue d'espèces. Le requin-tigre, alors c'est le premier en Nouvelle-Calédonie, tant en nombre d'attaques qu'en nombre d'attaques mortelles. C'est un requin opportuniste, c'est-à-dire qu'il se nourrit de tout. Vous retrouvez de tout quand vous faites analyser les contenus stomacaux de requin-tigre. Vous avez des poissons, vous avez des oiseaux, vous avez des serpents, vous avez des mammifères, vous avez des pneus, vous avez des chiens. Vous avez tout ce qui passe à proximité. Le requin bulldog, qui est un animal lui aussi opportuniste, qui a comme particularité d'apprécier les eaux saumâtres. On peut le trouver à des centaines, voire des milliers de kilomètres de la mer dans des eaux douces. C'est pareil, c'est un requin qui ne craint pas d'attaquer l'homme. Et vous avez le grand requin blanc. Le grand requin blanc, nous, on a en tout et pour tout 2 attaques, une sur l'homme, une sur du matériel. Il est sous-représenté dans la série calédonienne pour la bonne raison qu'il n'est pas très présent dans le lagon. Il y est présent de façon ponctuelle, alors qu'il est très présent dans les pays qui publient le plus d'attaques de requins, qui sont les États-Unis d'Amérique, l'Australie, l'Afrique du Sud. C'est normal, ce sont des eaux tempérées, c'est un requin qui n'aime pas spécialement les eaux tropicales. Le requin gris de récif, alors ça c'est très océanien.
c'est-à-dire Polynésie, Nouvelle-Calédonie. Ce sont des requins qui ne vont pas attaquer l'homme pour s'en nourrir, mais par contre qui peuvent l'attaquer, soit pour un conflit d'appropriation de capture, c'est-à-dire un chasseur sous-marin qui ne veut pas donner son poisson, ou qui est entré dans le territoire d'un requin et qui va vouloir le faire sortir. Ce sont de façon très exceptionnelle des morsures létales. Ça fait du dégât, mais pas tellement. Il a une denture de piscivore, il n'est pas fait pour tuer. Le requin pointe blanche de récif, l'Albimarginatus, un requin assez dangereux, il est massif. Le requin citron, qui est une teigne, quiconque a eu dans les palmes un requin citron un jour s'en souvient, c'est compliqué pour s'en défaire. Le plus vous en faites, le plus il devient agressif. On a vu des requins citrons sortir de l'eau, grimper sur le récif pour essayer de boulotter les gens qu'ils avaient pris en grippe. Mais c'est pareil, ce sont des attaques de territorialité. Le requin gris à haute dorsale, le grand requin marteau. Le grand requin marteau, c'est un délit de sale gueule. On a une attaque en tout et pour tout. C'est un chasseur sous-marin. Alors, les espèces en cause dans les attaques. La première, c'est le requin tigre. Juste derrière, vous avez le requin bulldog. Vous avez un bon quart d'attaques sur 62 attaques. Vous avez un bon quart qui ne sont pas identifiés pour une raison ou une autre. Ça veut dire qu'on n'est pas très bon et puis qu'on n'a pas toujours les données. Dans les attaques mortelles, par contre, là, c'est plus clair. On a majoritairement du requin tigre. Deuxièmement, du requin bulldog, mais beaucoup moins. Les espèces en cause, l'évolution au fil des décennies, c'est pas très pertinent parce qu'essayer de sortir des camemberts sur des chiffres aussi petits, ça n'a pas tellement de sens. Grosso modo, on a tendance à voir que proportionnellement, le requin tigre est de moins en moins présent, le requin bulldog un peu plus, mais ce n'est pas très significatif. La taille de l'animal en cause, c'est d'après les abacs de Tirard, on essaie de voir à quoi ressemblent les bestioles. Grosso modo, c'est surtout quand même des gros requins. Donc par exemple du tigre, quelquefois du requin de taille moyenne, quelquefois du requin de petite taille, et puis parfois on ne sait pas, quand on a des morsures trop fragmentaires. Les pronostics des lésions, alors je vais vous montrer deux classifications, celle de Durban, que je n'aime pas, parce qu'elle est basée sur le calibre des artères sectionnées. Voilà, à mon avis, ça ne tient pas debout parce que le calibre d'une artère, ça va nous donner potentiellement un débit. Mais dans le débit, il y a le temps. Et le facteur pronostic, un des facteurs pronostiques qui me paraît pertinent de relever ici, c'est le délai de prise en charge. Alors, ce n'est pas mes camarades du SAMU qui vont me contredire. Lorsqu'il faut aller chercher quelqu'un qui a été victime d'une morsure de requin à l'autre bout du territoire, il va y avoir un délai d'intervention à mettre en œuvre. Déjà, il va y avoir un délai d'intervention, un délai entre le moment où la morsure survient et le moment où la personne va rejoindre le point où lui auront donné rendez-vous les secours. Et dans ce délai, même si vous avez des artères de petit calibre et que les gestes secouristes ne sont pas appliqués de façon pertinente, eh bien, vous avez des gens qui décèdent avec des blessures qui sont d'excellents pronostics. On avait même publié un cas il y a quelque temps où la personne avait fait un choc hémorragique qui avait été rattrapé vraiment de justesse à son arrivée au CHT en réanimation et était passé au bloc tout de suite, où on n'avait pas de lésion vasculaire en fait. Mais on avait des dégâts musculaires tellement étendus que ça avait quand même suffi à faire un choc hémorragique. Donc cette classification, moi j'aurais tendance à l'oublier. J'aime mieux la Shock Induced Trauma Scale, qui est plus récente. L'autre, elle date des années 60. Je voulais simplifier. En pratique, c'est une usine à gaz, ce truc-là. Ça, c'est la version simplifiée. Elle a été... En fait, il y a une grille d'entrée qui est extrêmement complexe, avec un nombre d'items assez conséquent et une définition des items qui est pas très, très carrée. Elle n'a pas été faite par des réanimateurs, celle-là. Et elle est j'ai trouvé difficile à utiliser. C'est celle que j'ai utilisée, mais j'aime pas non plus. Voilà ce que ça donne quand même.
Alors d'abord le siège des lésions, une majorité de lésions aux membres inférieurs, bien entendu, comme tout le monde, comme dans toutes les séries, et ce qui est corrélé avec le fait que c'est principalement des chasseurs sous-marins, donc très souvent ils sont attaqués à la remontée. La sévérité des lésions, on a 24% de lésions très graves, ce qui correspond grosso modo à nos 21% de létalité, plus un accident tellement grave qu'il rentre dans ce grade-là. Voilà les résultats de l'étude par les promoteurs de cette méthode, dans le papier de Lenz. Et avec un résultat surprenant, c'est que lui, il a 8% de grade 5, alors qu'il a travaillé sur les données de l'ISAF et que l'ISAF a 20% de létalité. Mais en fonction de la façon dont on interprète la grille, on tombe sur un résultat ou un autre, sur la façon dont on sélectionne le cas. Bon, c'est pour vous dire que c'est très très compliqué. Les facteurs favorisant des accidents, et là j'aimerais même m'appesantir là-dessus parce que je pense que c'est très très important. La stimulation alimentaire. Alors pour moi, la stimulation alimentaire, c'est ce qui est déterminant. Alors d'abord parce que les chasseurs sous-marins, la très très grande majorité des chasseurs sous-marins qui ont été attaqués, ils avaient piqué du poisson. Assez souvent, ils avaient piqué du poisson, ils avaient vu un requin potentiellement dangereux, ils étaient restés dans l'eau quand même. Donc ça, c'est une histoire qu'on retrouve souvent. Parfois, non, ils n'avaient pas vu le requin, l'attaque a été brutale, mais alors quelquefois ils disent non, on n'avait rien pris, on venait juste de se mettre à l'eau. D'abord, est-ce qu'il faut le croire ? Pas forcément toujours. Quoi qu'il en soit, ça change pas grand-chose, c'est une très grande majorité. Les pêcheurs en apnée, c'est plus compliqué à savoir s'ils peuvent émettre des stimuli qui attirent les requins. En ce qui concerne la chasse sous-marine, c'est essentiellement le sang du poisson. Alors là, par exemple, la pratique locale qui consiste à vider le poisson dans l'eau, il paraît que ça lui donne meilleur goût. À le vider et à le saigner dans l'eau, il n'y a rien de mieux pour attirer les requins. Il y a aussi, bien entendu, les vibrations agoniques de la proie. On a un cas de shark feeding sur une série que je m'étais amusé à faire en Polynésie. C'était la moitié des cas, le shark feeding. On a des rejets alimentaires. Ça, c'est une attaque qui avait eu lieu à Lifou, où on se demandait pourquoi est-ce que le requin-tigre était venu dans un endroit où il n'avait pas l'habitude d'être. C'est pas compliqué, c'est parce qu'il y avait eu une grande fête et que les vieux, ils avaient dit aux jeunes, il faut aller jeter les reliefs loin là-bas. Mais les jeunes, le lendemain, je crois qu'ils étaient fatigués. Et ça n'a pas été fait. Des carcasses de cétacés échouées à la côte, sur une histoire de pêcheur à la Seine qui s'est fait attaquer par des petits requins bulldogs. Et puis ça, c'est l'histoire de Bourail, des percolations en provenance de charniers de cerf, et puis des épandages d'engrais qui au départ des épandages d'engrais de poissons, et puis ensuite la communication a changé, c'est devenu des engrais d'algues. Bon, allez savoir. Ce sont des hypothèses. L'histoire des charniers, les percolations des charniers de cerf, c'est vraisemblable, mais il faudrait le démontrer. Il aurait fallu faire venir des hydrologues, mais personne n'en avait envie. Les facteurs classiques. Alors les facteurs classiques, ça il faut que je vous en parle aussi, parce que ce sont les facteurs qui sont mis en évidence dans les grandes séries d'attaques de requins au niveau mondial. C'est la personne qui se baigne à la tombée de la nuit dans une eau trouble. Par exemple, dans la série réunionnaise, c'est un facteur qui revient très souvent. C'est la personne qui va, les dernières attaques les plus dramatiques, c'est des personnes qui sont allées se baigner ou faire du surf alors qu'il y avait une interdiction des pouvoirs publics. Parce que c'était après un cyclone, que l'eau était marron, et qu'on sait très bien que quand l'eau est marron, les requins sont davantage susceptibles d'attaquer. Alors c'est intéressant que nous, on l'ait à l'esprit, parce que ce qu'on observe, en fait, c'est un glissement de la typologie des attaques de requins, d'une typologie que je qualifierais d'océanienne, c'est-à-dire le chasseur sous-marin, dans une eau claire, en plein jour, pour voir apparaître des attaques qui sont d'une typologie qui se rapproche de ce qu'on voit dans les grands pays
où se publient des séries d'attaques, c'est-à-dire attaques dans une eau trouble, d'une personne isolée, à la tombée de la nuit, au crépuscule. Donc il faut que nous, on ait quand même à l'esprit ces facteurs de risque, ce qui doit normalement décourager les gens d'aller pratiquer des sports de glisse, passer 5h30 du soir. Ce qui a concerné au moins 1 ou 2 personnes victimes d'attaques dans les baies de Nouméa. La prévention des accidents, alors là, c'est pareil, c'est la bouteille à encre. Les moyens collectifs de protection, je vous en ai cité que 2 parmi d'autres. Vous avez les filets anti-requins. C'est d'une efficacité qui est inconstante, ça dépend du modèle de filet qui est utilisé déjà. Par exemple, à La Réunion, je suis allé inspecter leurs filets, c'est des filets en nylon. À certains endroits, ils ont été sabotés parce que ça va très très loin, la crise requin. Là-bas, il y a vraiment 2 groupes qui s'affrontent. Il faut les entretenir pour que ça fonctionne. Et puis surtout, ils ont un impact écologique énorme, c'est-à-dire qu'il y a des captures qui sont non désirées, c'est-à-dire que vous allez avoir des tortues qui vont être prises dedans, vous allez avoir des mammifères marins, vous allez avoir à peu près toutes les bestioles, en plus des requins, qui vont être pris dedans. Et globalement, c'est-à-dire à l'échelle planétaire, c'est quelque chose qui est en train d'être abandonné. Les captures, je ne vais pas entrer dans la polémique, hein. On ne peut pas garantir leur efficacité. Elles ont un impact écologique qu'on ne peut pas mesurer, dans la mesure où on ne sait pas quelles sont les populations sur lesquelles les prélèvements, comme on appelle ça pudiquement, sont effectués. On ne connaît pas les populations, on ne sait pas sur quel stock non plus est-ce que les prélèvements sont effectués, est-ce que ce sont des requins qui, comme c'est dit, sont entre guillemets sédentarisés, ce qui est un terme inapproprié, ou est-ce que ce sont des requins en fait qui ont des zones de vie beaucoup plus larges, et donc est-ce qu'on n'est pas en train de piller des stocks beaucoup plus larges quand on les sort de l'eau? Bon. C'est un débat qui est ouvert. On aura peut-être des éléments de réponse d'ici quelques temps lorsque les études qui sont en cours, en particulier menées par l'IRD, seront plus avancées. Les moyens individuels de protection. Alors c'est pareil, c'est en cours d'évaluation. Les Réunionnais sont venus ici pour tester les dispositifs, en particulier le Shark Shield, sur la population de requins bulldog qu'on avait dans les eaux de la grande rade de Nouméa en particulier. Ce n'est pas encore publié, leurs résultats. Les premiers résultats préliminaires, ils disent qu'il y a 70% d'efficacité, ce qui veut dire qu'il y a quand même 30% de cas dans lesquels ce n'est pas efficace. Donc, ce ne sera pas non plus la panacée. Il y a un problème d'accessibilité. Ça coûte extrêmement cher, ces trucs-là. C'est plusieurs centaines d'euros, plusieurs centaines de dollars. Donc, tout le monde ne pourra pas se les offrir. Et puis ensuite, l'innocuité, pour en avoir discuté avec des gens qui les utilisaient, on peut recevoir de belles châtaignes avec ce truc-là quand on touche l'antenne, hein. Donc voilà. Alors l'information, la responsabilisation du public, ça c'est le cheval de bataille des pouvoirs publics. Oui, il faut le faire, hein. Il faut le faire. La signalétique, à La Réunion, ils ont mis 20 ans à faire de la signalétique, alors que je sais que dans les années 90, on a dit il faut mettre là où il y a des attaques, il faut mettre un panneau, ne vous baignez pas, parce que les Réunionnais le savaient. Mais ceux qui étaient là depuis pas très longtemps, ils voyaient une plage où personne n'allait. Chic alors, c'est vrai que l'eau n'est pas très claire, mais on va se baigner. Donc il faut signaler les endroits à risque, comme c'est fait maintenant dans les marinas de Nouméa. La réglementation, il faut la mettre en place, mais encore faut-il l'appliquer. Moi, tous les week-ends, je vois des chasseurs sous-marins dans les zones de réserve de Nouméa. Ça dérange absolument personne. Les données scientifiques, je pense qu'il faut j'apprécierais qu'elles soient transmises au public
au fur et à mesure de leur production, parce que par exemple, là, il y a des résultats préliminaires d'études qui sont disponibles là, sur les horaires de présence de différents requins marqués dans les baies de Nouméa. Hein. Ce sont des résultats intermédiaires, donc d'accord, ils sont pas complètement pertinents, mais enfin, ils sont ce qu'ils sont. Ça peut déjà donner des informations au public. Donc je pense qu'il faudrait que le public soit complètement informé. Et puis tout ce que je vous ai raconté, il faudrait bien entendu que le public le sache aussi. Après, ce sont des voies de recherche. Il faudrait savoir quelles sont les populations en cause, quels sont leurs déplacements, mais ça c'est en cours d'étude. Et puis il faudrait connaître de façon beaucoup plus fine les facteurs favorisant la présence. Encore, j'aime pas le terme de sédentarisation parce qu'on n'en sait rien. Mais qu'est-ce qui fait que dans telle zone, il va y avoir des requins et dans telle autre, il va y en avoir moins? Et ça va très loin. Dans certaines... je ne vous parle pas d'ici, mais on a montré dans plusieurs études qui ont été faites que des perturbations des écosystèmes d'origine anthropique étaient capables d'amener des situations dans lesquelles il y avait la présence en grand nombre de requins potentiellement prédateurs de l'homme et des séries d'attaques. Vous avez ce qui s'est passé à Recife. Pour vous la faire courte, ils ont creusé un port en eau profonde. Ils ont donc déplacé une population de bulldogs. Enfin, ils les ont invités à partir. Du coup, ils se sont mis dans un chenal qui correspondait à l'endroit où les surfeurs se mettaient à l'eau. Et ils ont résolu le problème en déplaçant les populations de bulldogs. Ils ont pris un par un, ils les ont mis au loin. Voilà, c'est un exemple entre autres. Ici, je ne sais pas, mais il faut raisonner de façon globale. Ce qui commence à être fait, c'est quels sont les facteurs de présence des requins, mais ça va aussi bien le rejet des déchets, l'assainissement peut-être, et des tas de choses qu'on ne sait pas. Conclusion, je voulais quand même vous rappeler que c'est un accident très rare. Donc 62 attaques sur 61 ans, alors bien entendu avec très vraisemblablement un très grand nombre d'attaques qui ont totalement échappé au recensement parce que quand c'est pas très grave, que ça passe en brousse, ça revient pas ici. On n'en a pas connaissance, on connaît mieux les attaques les plus graves parce qu'elles finissent par arriver à l'hôpital et que du coup on peut avoir de la donnée. Les attaques, donc je pense qu'on a une sous-estimation du nombre d'attaques et une surestimation de la gravité, de la létalité des attaques. Une tendance à l'augmentation du nombre d'attaques, mais ça, c'est comme partout. Une tendance à l'augmentation de la proportion d'attaques non provoquées. Bon, c'est une terminologie que j'aime pas trop, qui est anglo-saxonne, mais on va quand même l'utiliser là. C'est-à-dire, sont des gens qui ne se sont pas mis en situation. Le chasseur sous-marin, les anglo-saxons vont considérer que c'est des attaques provoquées parce qu'il n'y avait qu'à pas se mettre à l'eau et à flécher du poisson pour ne pas se faire attaquer. J'aime pas cette façon de raisonner, mais il n'empêche qu'un kitesurfer, un baigneur, il ne se met pas a priori en position de risque. Donc ce sont des attaques quand même qui sont à différencier des autres à mon avis. L'importance de la stimulation alimentaire, j'insisterai jamais assez. Ce sont d'abord les chasseurs sous-marins qui sont invités à être extrêmement prudents. Alors, je crois que c'est calédonien l'invention de la bouée sabot, parce que j'en ai pas vu ailleurs. En tout cas, il y a qu'ici que je l'ai vu autant utilisé. Vous savez, cette petite plate dans laquelle on peut mettre son poisson au fur et à mesure qu'il est piqué. C'est quand même beaucoup plus pertinent que de se le traîner pendant des dizaines de mètres pour entrer au bateau, non sans l'avoir saigné, vidé avant. Mais ce sont des choses qui sont dans les habitudes de certains chasseurs. Le pronostic dépend de la sévérité des lésions qui dépend de la taille des requins, ce n'est pas très original, mais également de la précocité de la prise en charge. D'abord secouriste, c'est est-ce qu'on a mis un garrot, est-ce qu'on a appelé les secours, est-ce qu'on a fait le 15 ?
dans les préconisations des pouvoirs publics que j'ai vu passer très récemment, il y a quand même une énormité. C'est l'appel du 16 et du 18 pour signaler les accidents et les attaques, et pas du 15. Alors que avoir un régulateur au téléphone lorsqu'il y a une attaque de requin, ça permet de prendre des décisions pertinentes. C'est pas que j'ai pas confiance en les sapeurs-pompiers, mais je pense qu'il vaudrait mieux peut-être mettre le 15 dans les interlocuteurs. Et la prévention est extrêmement difficile et bien entendu objet de controverse. Voilà, je vous remercie de votre attention.